tiens, chef de mission, à toi de tout construire, bon courage. Et là, tu prends des responsabilités énormes parce qu'en fait, la mission repose sur toi. Bienvenue dans les coulisses de l'audace, le podcast intimiste qui donne la parole à celles et ceux qui osent sortir des sentiers battus. Je suis Cindy Trier, auteure et conférencière. Mon leitmotiv, vous insuffler l'énergie requise pour accompagner avec entrain votre réussite. Vous souhaitez prendre votre envol, nul doute, je serai votre tremplin. Pour soutenir ce nouvel invité, merci de vous abonner à la chaîne. Il s'agit d'un tout petit geste et qui nous aide à faire rayonner des parcours d'exception. Il m'a fait l'honneur de regagner les studios Tremplin. Mesdames, messieurs, me voici ce jour aux côtés de Yann Le Gallais, homme de l'ombre dont la vie a été dédiée à la protection de l'humain. Ancien membre d'élite du GIGN et du GSPR, il a opéré 26 ans au cœur des institutions les plus prestigieuses de la gestion de crise au contre-terrorisme. Depuis lors, il a choisi l'audace de l'entrepreneuriat en créant l'agence TR, plus qu'une société, une philosophie de vie. Place à un invité qui nous prouve que même dans les situations les plus périlleuses, l'objectif reste le même, servir le bien avec cœur, vaillance et profonde conviction. Cher Yann, quel bonheur de t'accueillir. Comment vas-tu? Ça va. Je t'en prie. Tu sais quand même que tu me fais l'honneur d'avoir fait la route depuis Paris pour regagner les studios Tremplin ce jour. C'est un vrai bonheur de te recevoir. C'est gentil, merci. Comment te sens-tu? Ça va. C'est vrai? Wow. Écoute, je ne doute pas qu'on va passer un très bon moment ensemble. J'ai hâte que l'on puisse valoriser ton histoire, ton parcours, revenir sur toutes ces activités assez spectaculaires qui ont été les tiennes. Mais au demeurant, j'ai cette habitude de poser la question à mes invités, à savoir quel était ton tempérament lorsque tu étais petit garçon? Ah. Alors, j'étais plutôt un garçon un peu réservé, toujours un peu débrouillard. Et puis qui était au centre du Puy-de-Dôme. Et je faisais pas mal de sport, essentiellement concentré sur le football à l'époque, où j'avais atteint pas mal un niveau correct avec mon équipe. Et puis j'étais relativement menu, j'étais petit. D'accord. Et ça m'a pas forcément aidé dans plein de choses, plus particulièrement dans le sport, où j'ai dû du coup arrêter à un certain niveau le foot. Oui. Parce que moi, je suis pas Maradona ou Lionel Messi. Et je me suis reconcentré sur les sports de combat, et plus particulièrement le Viet-Dodo, qui m'a aidé un peu à m'exprimer. Donc quand j'étais petit, ou plus jeune, on va dire, je me suis concentré à essayer de me forger un caractère comme je le pouvais. Mais à l'école, j'étais plutôt pas mauvais, surtout sur les sujets qui avaient du sens. Voilà, est-ce que je peux te répondre un peu sur... Mais c'est une Ça va très belle entrée en matière, je te remercie du fond du cœur. Et puis, tu as grandi, et les petits garçons, les adolescents, comme les adolescentes d'ailleurs, on a souvent des rêves. Et à cette époque-là, est-ce que déjà tu projetais que tu allais œuvrer pour le bien commun, ou est-ce que tu es entré dans l'armée et dans le GIGN de façon totalement inattendue au final? Absolument pas. Mes parents habitaient une maison, où mon père habite toujours d'ailleurs, dans le centre du Puy-de-Dôme, et à côté de bois et de forêt. Et du coup, ma passion, c'était d'aller me balader dans les forêts, descendre les rivières. Mes objectifs au départ, c'était plus science, garde forestier, ingénieur des eaux et forêts. Et mon objectif, c'était de construire ma future vie dans ce sens-là. Et qu'est-ce qui t'a amené, de fait, à l'armée en ce sens? En fait, j'ai continué jusqu'à la fac, Clermont-Ferrand. J'ai eu mon bac de biologie. Ensuite, je suis parti à l'université au CESO à Clermont, où j'ai attaqué un doc de biochimie. Oui. Et les rencontres avec les étudiants, etc., m'ont bien fait comprendre que c'était certainement pas pour moi ce domaine-là. Je me suis dit, bon, je fais une pause, je vais faire comme mes amis avec qui je suis tous les jours, et je vais entamer le service militaire, parce que c'est l'heure de le faire. Et je suis parti pour 2 ans de service militaire, D'accord. en gendarmerie, Oui. où là j'ai quand même découvert des équipes extraordinaires. J'ai été hyper bien accueilli et j'ai découvert un nouveau métier, voire plusieurs, parce qu'on me faisait toucher
à de la police route, à de l'intervention, à la police judiciaire. Et surtout, j'ai été entouré de sportifs qui m'ont amené à me dépasser moi-même et à commencer à me faire découvrir des capacités. Pour exemple, au départ, j'allais courir, je faisais des petits footings et au bout de 20 minutes, je faisais une pause et je disais ah, c'est quand même dur le sport. Tu m'étonnes. Et en réalité, avec eux et leur aide, ils m'ont dit bon, Yann, il va falloir que tu développes un peu tout ça. T'en as des capacités. Et à la fin, ouais, je gagnais des courses. Je performais dans les compétitions de sport de combat. Je commençais à découvrir en fait certaines de mes capacités, à la fois physiques et à la fois dans la gestion de stress, mentalement, et surtout, effectivement, me réorienter dans un nouveau métier. Voilà. Et qu'est-ce qui a fait que tu as été repéré pour intégrer cette unité d'élite qu'est le GIGN? Parce que les sélections, qu'on se le dise, moi j'ai regardé humblement des émissions sur le sujet et j'ai été effarée quand même par le niveau des épreuves auxquelles vous êtes soumis. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots? Ce qui t'a permis de mettre les pieds là-dedans et qu'est-ce qui t'a fait aller jusqu'au bout? Puisque de mémoire, vous étiez extrêmement nombreux lors de la sélection et vous n'étiez plus que 7, je crois. Ouais. Lors de la validation de ce titre, entre guillemets. En fait, il y a juste une étape intermédiaire qui m'a aidé à passer le cap. Oui. C'est qu'en fait, j'ai passé mon concours gendarmerie que j'ai eu. Je suis parti en escadron de gendarmerie dans l'est de la France, plus particulièrement à Saint-Mihiel, dans la Meuse. Je suis tombé sur d'autres personnes qui m'ont dit « Ah, t'as des capacités, tu peux faire plein de choses ». Et je suis rentré dans un premier temps dans une équipe légère d'intervention. Et pendant 2 ans, j'ai été encadré par des personnes qui voyaient en moi quelqu'un qui pouvait aller beaucoup plus loin. Et donc je me suis beaucoup entraîné. Ils m'ont dit tu devrais rentrer à l'escadron parachutiste, c'est vraiment fait pour toi. Tu peux pas rester en escadron gendarmerie mobile traditionnel, faut que tu ailles encore plus loin. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé à m'entraîner en natation, en parachutisme. J'ai passé mon permis de moto, mon permis de bateau. Et je poussais tellement à l'extrême que même la nuit, je me levais. J'allais faire des footings en t-shirt à -8 avec des sacs sur le dos pour réussir à passer ces tests-là d'escadron parachutiste. Je poussais moi-même déjà à l'extrême parce que je sais pas faire les choses à moitié et j'y arrive pas. Quand je me fixe des objectifs, généralement, je suis à fond dedans. Comme on passe un examen, je vais y passer des nuits pour réussir. Et ben, pour passer ces tests-là, j'ai donné beaucoup. J'avais même quitté mon ancienne petite amie à l'époque Pour te consacrer. pour me consacrer à l'entraînement, où j'avais des lacunes en natation. Je me suis dit, bah tiens, faut que je corrige ça. Je vais me concentrer sur cet entraînement-là. D'accord. Et ensuite, je suis rentré à l'escadron parachutiste. J'ai passé les tests en 2001. Oui. Avec toute humilité, hein, parce que quand on arrive, on fait pas trop le malin. Et on a commencé à 110. Et on a terminé les sélections à 7. Ça s'étale sur 1 an et demi. C'est-à-dire qu'on a une semaine de présélection, où on a du physique et de la psychologie. Donc avec l'entraînement, j'avais atteint un niveau plutôt grand, physiquement, mais même aussi dans mes performances psychologiques. Ensuite, on a 3 mois de prestage où on se retrouve confronté à la faim, le froid, la fatigue, à l'extrême. Et parfois, la tête tient, mais le physique ne tient plus. Je me rappelle d'une expérience, on avait nagé pendant des heures avec de l'eau qui coulait sur la Meuse. On nageait à contre-courant avec des néoprènes et après on nous avait fait sortir où on devait courir avec les sacs, le poids de la néoprène qui était mouillé, etc. Et à la fin, même les muscles ne tenaient plus. Et on nous criait dans les oreilles, alors t'abandonnes, c'est l'heure d'abandonner. Et en fait, on n'abandonnait jamais. Et donc, des fois, le physique ne tient plus, mais la tête tient, quoi. Ça, c'est un exemple de prestage. Et ensuite, on fait 1 an de formation, où on va manipuler toutes sortes d'activités, le parachutisme, la plongée, le tir, les explosifs. Et surtout, on a beaucoup de préparation missionnelle, nous mettre en situation, travailler la résilience, la persévérance, la gestion technique des missions, comment prendre des situations diplomatiques pour les réussir, des missions, etc. C'est fascinant. Je suis captivée par ton propos. Je te remercie vraiment pour la clarté de tes mots. Il y a une chose qui me semble être aussi importante, et tu en as parlé, c'est cette capacité de résilience, cette préparation technique aux armes et à tout ce qui est rendu nécessaire pour aller sur le terrain. Est-ce que la cohésion d'équipe que l'on apprend à l'entraînement est finalement et effectivement plus que nécessaire une fois que tu te rends sur un terrain de guerre?
Quand on passe les tests, on nous le fait comprendre et qu'on n'y arrivera jamais seul. Et Oui. ça, c'est la réalité. Quand on part en équipe, on part ensemble, on reste ensemble et on va jusqu'au bout ensemble. Donc cette notion d'esprit d'équipe et de cohésion, elle est indéniable. On a tous des capacités, des limites, et on est beaucoup plus fort à plusieurs, que ce soit physiquement ou techniquement ou psychologiquement, qu'on peut l'être seul. Tout seul, on ne peut pas y arriver, c'est juste impossible. Je comprends, Ouais. je comprends. Il y a une chose aussi qui m'a toujours intriguée dans ces métiers qui sont les tiens, c'est finalement de se dire je pars le matin et je peux potentiellement ne pas revenir le soir. Quelle est cette préparation mentale que vous recevez pour composer avec l'idée de mort ou de blessure ou de perte d'un camarade sur le front? Comment est-ce que tu es parvenu, toi en tout cas, à gérer tes émotions? Comment on te prépare à tout ça? Alors, la préparation, elle s'effectue à la fois sur ces tests, où on est quand même sélectionné justement pour voir si on a ces capacités d'être juste en mesure de travailler cette préparation. Oui. Et ensuite, ça se fait aussi avec l'expérience. C'est-à-dire qu'on pousse les personnes tout le temps à l'extrême. On va les préparer souvent à toute situation. Comment traverser les barrages quand on est sous le feu, avec des armes pointées sur la figure. Essayer de trouver des solutions par soi-même, avec son équipe, pour pouvoir s'en sortir, s'échapper. Cette façon de pousser les gens à l'extrême, ça nous prépare en fait à le jour J, quand ça arrive, à obtenir des réflexes, à force de driller en fait. On se retrouve à faire les choses naturellement. Donc en D'accord. fait, quand on se retrouve dans une situation concrète, en France, à l'étranger, lors d'une mission, on est capable normalement d'utiliser le drill qu'on a utilisé pour pouvoir passer le cap de la difficulté. Ça se fait naturellement. Un Ouais. conditionnement qui fait que par la force des choses, tu finis par acquérir des automatismes Ouais. qui te Je me suis préparent. retrouvé à Bagdad en Irak. Oui, On savait que on commettait des erreurs et qu'on était vulnérable. Puis un matin, on part et bien évidemment, c'est arrivé. On s'est fait exploser la voiture avec ce qu'on appelle un IED. La voiture, elle a été touchée. une Euh, IED, qu'est-ce un donc? IED, c'est des engins improvisés et explosifs, parce qu'ils D'accord. étaient là pour essayer de nous nuire. Et en fait, on était complètement sonnés, forcément, parce qu'on était dans l'épicentre de l'explosion. Ensuite, on ne sait pas trop si on s'est fait tirer dessus et tout, parce que je ne me rappelle plus de tout sur les 5 secondes qui ont suivi. Par contre, les réflexes, le drill de travail, de la conduite rapide, de travailler avec des véhicules blindés, ça nous a permis de nous en sortir. Et on a fait ça sous forme d'un réflexe, naturellement. Et je pense que si on avait réfléchi à quoi que ce soit, peut-être que je ne serais pas là avec toi aujourd'hui. Oh, Voilà. et oui, ça doit se jouer à quelques microsecondes d'une décision à l'instant T qui peut tout Exactement. changer. Donc le travail de préparation, d'anticipation, il est essentiel pour résoudre beaucoup de problématiques le jour J. Je comprends, j'essaye de visualiser. Il y a un autre sujet, moi je suis très souvent dans l'empathie et je ne peux pas voir des films d'horreur, je ne peux pas voir tous ces films, moi ça me fait toujours très très peur. Parce que j'ai l'impression de ressentir le chagrin ou la souffrance des gens. On a dû vous préparer, je suppose, aussi à tous ces mécanismes de torture, puisque quand on est sur le terrain, on peut être aussi pris soi-même en otage. Ça, comment on vous y prépare? Là encore, c'est parce qu'on vous a appris à être dans des conditions de l'extrême? Je vais être limité sur la Je réponse. comprends. Effectivement, quand on passe des tests et on a une préparation, on va très très loin sur cette possibilité-là. Maintenant, quelqu'un qui se fait attraper et qui va se faire torturer, ça dure plus ou moins longtemps, mais à un moment donné, il parlera. Oui. Donc, l'entraînement, c'est juste gagner un peu de temps, mais ça va pas très très loin dans l'efficacité in fine. Oui, on est préparé à ce genre de situation, mais c'est beaucoup plus psychologique. Chacun atteindra ses limites à un moment donné. Donc, Je comprends. ouais. D'accord. Tu es allé dans plus de presque, je crois, 87 pays, alors pas tous forcément en guerre, mais très nombreux pays Ouais. en guerre. Tu as vu des choses sans aucun doute bouleversantes. Est-ce que tu pourrais, si tu as le droit, ce qui n'est pas tenu à la confidentialité, nous partager simplement une expérience qui t'a profondément touché? Ça peut être quelque chose de positif parce que tu as pu sauver un otage, ou peut-être quelque chose qui a été plus douloureux parce que tu as perdu un compagnon de route. Qu'est-ce qui fait la réalité de ces élites du GIGN? Effectivement, je suis allé dans beaucoup de pays, 87, dont certains plusieurs fois. Un grand nombre de pays, je les ai fait dans des pays qui étaient en conflit, en guerre, surtout sur la première partie, où j'étais à la protection des personnes et des intérêts des Français
en mission diplomatique la plupart du temps. D'accord. C'était pas Tahiti ou la Nouvelle-Calédonie, quoique la Nouvelle-Calédonie, elle a pris feu après. Mais c'était souvent dans des pays en difficulté. Il y a beaucoup d'événements qui se sont passés quand j'étais dans ces missions à l'étranger. Il y a l'événement dont je t'ai parlé, voilà, et il y a eu une mission qui m'a peut-être touché en Côte d'Ivoire. Oui. Il y a eu beaucoup d'événements et j'ai participé à un de ces événements où c'était Laurent Gbagbo à l'époque qui était en conflit avec la France et dans son pays lui-même. Et effectivement, il y a eu pas mal de personnes qui étaient dans la difficulté et on est obligé de subir ça et de voir des choses qui sont pas toujours très propres. Et ça marque la vie. Il y a eu quand même des missions qui étaient aussi agréables, qui m'ont marqué positivement. Ah, C'est-à-dire les missions à la présidence où on se retrouve à trouver toujours des solutions, à rencontrer des magnifiques personnes, etc. et qui sont ultra intéressantes. Donc il y a tous les événements sportifs, mais il y a aussi la Guyane que j'ai adoré en termes de mission avec le président de la République, que j'ai fait 5 ans avec François Hollande et 3 ans et demi avec Emmanuel Macron. d'accord. Voilà, 2 présidents qui étaient complètement différents l'un de l'autre. Ils avaient leurs avantages et leurs défauts. Mais nous, en fait, on n'est pas là pour les juger, on est là pour les protéger leur environnement, protéger leurs délégations, les voyages. On a une mission à remplir, et qu'ils soient gentils, méchants, bien, pas bien. Notre mission est de remplir nos prérogatives et qu'il leur arrive à rien. Je le comprends. Voilà. La neutralité, c'est ce qu'il y a de plus important Exactement. dans ton métier. Exactement. Et là, j'ai rencontré des gens extraordinaires qui étaient du manutentionnaire, policiers, gendarmes, militaires, diplomates, privés, ministres, ambassadeurs, des gens à l'étranger. Et ça ouvre un esprit incroyable, puisqu'on apprend à parler à des personnes qui viennent de divers horizons, et on apprend à s'adapter à ses interlocuteurs, parce qu'on ne parle pas à un technicien informatique comme on va parler au ministre. Et en fait, cette place que j'ai réussi à obtenir en tant que chef de mission, c'est une des fonctions les plus importantes à la présidence de la République, quand on va protéger des personnes et des organisations sur le terrain. Voilà. Et ça, je suppose que, indépendamment de ce titre qui est prestigieux, tu te dois de rester humble, tu te dois de rester dans l'ombre et en modestie. Est-ce le cas? Ben en fait, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que, effectivement, quand tu construis, on te dit, bon, tu vas partir sur une mission, tu vas t'occuper, je sais pas, moi, de la Côte d'Ivoire, on en parlait. Tu pars faire une mission préparatoire avec le chef du Quai d'Orsay, chef de cabinet, les chefs des médias, les conseillers, avec toute une petite délégation qui sont prévus pour ça, le médecin, le chef médecin. Et puis, eux, ils vont déterminer un programme, des objectifs à atteindre, images, les itinéraires, etc., le programme. Et ensuite, quand la mission revient, on te prend les clés et on te dit, tiens, chef de mission, à toi de tout construire, bon courage. Et là, tu prends des responsabilités énormes parce qu'en fait, la mission repose sur toi. Donc tout ce qui est diplomatique, négociation, ça c'est les conseillers et les chefs de la présidence. Par contre, tout le reste, l'organisationnel, le montage, la protection, la sécurité, c'est toi, chef de mission, qui dois tout remplir. Tu as vite fait de te planter. Oui. Donc tu peux réussir, mais tu peux te planter. Et c'est là où je réponds à ta question. Oui, effectivement, tu peux avoir une certaine pression. Et d'ailleurs, j'espère, t'apprends à supporter cette pression-là. Oui, parce que j'allais te le dire, parce que finalement, tu as toute cette partie logistique qui est énormissime, mais tu as surtout, plus tu prends des responsabilités, plus tu as de fait la responsabilité de vie humaine. Donc il te faut composer avec ces paramètres, et ça demande une approche et un intellect qui est quand même sacrément marqué pour que tu puisses te dire, ok, j'ai sous ma responsabilité autant de vie. Alors, il y a les vies humaines, mais pas que. Et la vie humaine, c'est important, mais il y a aussi l'image de l'atteinte des objectifs. Parce que quand un président va quelque part, il a des objectifs à atteindre, diplomatiques et d'image, géopolitiques. Et en fait, la façon dont tu protèges les personnes, tu protèges pas que la vie humaine des gens. Tu protèges tout. Il faut pas qu'il y ait de problème, il faut que ça soit fluide, il faut que l'image soit protégée, et il faut que les objectifs soient atteints. Et toi, tu as une place essentielle dans le dispositif. Donc en fait, la responsabilité, elle porte pas que sur des vies, elle porte aussi sur l'image de la France à l'étranger.
C'est très important. Tu le disais, le contexte géopolitique, on le comprend d'autant plus au regard de tout ce qui peut se passer au moment même où on se parle ce jour. Et moi, je te félicite parce que, non pas que tu t'en fiches, mais je te le dis de tout mon cœur parce que c'est quand même quelque chose qui impose le respect des gens qui se mettent en danger pour pouvoir sauver des institutions ou prémunir des conflits ou essayer de sauvegarder le bien commun. Donc, je dis chapeau. Je dis chapeau. Et tu sais, il y a un sujet, pardonne-moi, j'y reviens parce que tu l'as compris, psychologiquement, émotionnellement, ce sont des choses qui me touchent beaucoup. Tu as été soldat, tu as été sur le terrain, tu as eu la responsabilité de toutes les choses que l'on a mis en lumière précédemment. As-tu vu des collègues, ou peut-être toi-même, je ne sais pas, des collègues qui auraient été affectés par ce que l'on appelle sur le retour à la maison, les chocs post-traumatiques? Est-ce que ça, tu en as rencontré des personnes, des soldats qui ont été affectés par des souvenirs qui viennent et qui nous hantent sur la durée? Oui, tout à fait, à différents niveaux, dans toutes les missions que j'ai pu faire, toutes les étapes sur lesquelles je suis passé. Oui. Effectivement, il y a eu plein de belles choses, plein de réussites, mais des fois il y a des conséquences. Moi-même le premier, quand on était en Afrique, j'ai pas vu des choses toujours sympas. C'est vrai que moi-même, si j'avais été suivi par un psychologue, et on est toujours assez fiers pour pas être suivi par un psychologue, et puis il n'y en avait pas beaucoup à mon époque. Oui. On est affecté, j'ai fait quelques cauchemars au début. Et après, j'ai rencontré un camarade quand j'allais à mon ancienne unité qui parlait à son vélo. J'ai un super bon ami avec lui est dans une autre unité, qui était nageur de combat. Et lui s'en remet encore pas. Et aujourd'hui, il y a des structures aujourd'hui qui existent pour les personnes qui ont subi des post-traumatiques. C'est pas forcément très connu. Les personnes qui subissent ces syndromes ne s'en rendent pas forcément compte. Et souvent, ça a un impact sur la famille. Oui. Parce que ça se reflète dans ses attitudes, dans ses comportements, dans son agressivité, et les gens ne le comprennent pas. Et ça, c'est quelque chose qui est assez précieux d'avoir des cellules justement psychologiques pour pouvoir soutenir tous ces anciens militaires. Et comme on en discutait tout à l'heure, il y a des personnes en fait qui reviennent de conflits et puis qui aujourd'hui se sont battus pour leurs valeurs et dans leur pays. Pour un pays comme le Mali, comme l'Afghanistan, comme la Libye, et en fait se pose aujourd'hui la question de pourquoi je me suis battu là-bas. Parce que moi j'y ai mis tout mon cœur et on pensait avoir réussi à la mission. Et en fait le contexte géopolitique mondial veut qu'aujourd'hui ces pays se retrouvent dans la difficulté. Mais c'est vrai que je voudrais rappeler à toutes ces personnes-là que c'est pas leur guerre, que la guerre qu'ils ont fait, c'est pour essayer d'atteindre des objectifs, pour respecter leurs valeurs pour lesquelles ils se sont battus. Mais ce n'est pas leur guerre aujourd'hui. Si l'Afghanistan elle est dans l'état où elle est aujourd'hui, c'est pas de leur faute. Oui. Mais eux, ils le prennent pour eux et ça provoque énormément de stress post-traumatique. J'en ai rencontré un il y a un mois pour cette raison-là en fait. D'accord. Voilà. On arrive à en guérir. Est-ce que ces cellules dont tu parlais qui prennent soin des soldats sur le retour, est-ce que certains arrivent à prendre du recul, à retrouver une vie à peu près normale de famille? Oui, et il faut que le soldat il en ait la volonté. L'ancien soldat, quand je parle de soldats, c'est pas forcément des soldats, c'est parce qu'il y a des policiers, des gendarmes. Oui, tout à fait, tu fais bien de le préciser. Il y a énormément de personnes que ça touche. Effectivement, on peut en guérir. Enfin, en guérir totalement, non, je pense. On a toujours des souvenirs qui traînent par-ci par-là, mais on peut le maîtriser, le gérer, à partir du moment où on a de l'aide. Ouais, tout à fait. Ah, ça, c'est un beau message de soir. Ouais. Ça me fait plaisir. Et il y a de l'espoir, bien sûr. Ah, ça me fait plaisir. Voilà. Tu as passé 26 ans dans ces unités d'élite avant de prendre un nouveau tournant de carrière. Tu me le disais en off, tu as vécu 1000 vies. Mais entre autres, en regagnant le top de la sécurité d'une entreprise du CAC 40, comment est-ce que tu en es venu à basculer du terrain finalement à l'organisationnel pur en entreprise? En fait, j'ai commencé à avoir une vision de la protection des personnes et des institutions, etc., au GSPA, à la présidence de la République. C'est là que je me suis aperçu que la protection des personnes, c'était pas Kevin Costner avec son oreillette, ses lunettes de soleil. Et je me suis dit,
Ça serait trop sympa d'avoir Whitney Houston et tout, mais ça marche pas comme ça. Super. Et quand on a beaucoup de personnes, de délégations à protéger et qu'on a des objectifs à atteindre, on peut ne le faire que par l'organisationnel et l'anticipation. Ouais. Et ça, on l'a développé. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'était sous Nicolas Sarkozy, qui avait une personne, dont je tairai le nom, qui a récupéré tout ce qui était organisationnel, service général, et qui l'a mis en lumière au sein du GSPR. Et c'était la plus belle chose qu'il ait faite. Pourquoi? Parce que ça a permis en fait de mixer les équipes et de dire ok, si on a la main sur toute l'organisation, on peut protéger l'intégralité de la mission, de la délégation, tout organiser en avance et anticiper. Et en fait, quand je suis parti, on m'a proposé de monter des structures dans ce groupe du CAC 40. Je me suis dit, bah tiens, ça serait un bon test pour voir si ça fonctionne. Parce qu'en fait, j'avais 3 départements à monter. Oui. Un département sécurité-sûreté qui n'existait pas opérationnellement. C'est-à-dire qu'il déléguait à des filiales, on va dire du corporate, souvent, on donne des préconisations, etc. Du PowerPoint, respecter des réglementations Oui. et des conseils, mais ça ne va pas chercher plus loin que ça. On m'a demandé de monter ce département, on m'a demandé d'installer une nouvelle sécurité et de protection du nouveau siège de ce groupe à Paris, qui était en construction. Oui. Et surtout, on m'a demandé de monter une structure de protection des dirigeants. Et ces structures de protection des dirigeants, aujourd'hui, n'existent pas réellement telles que moi je la conçois. Et donc, du coup, j'ai adapté les règles et les dispositifs et les procédures que j'avais appris à la présidence à ce groupe du CAC 40 pour voir si ça fonctionnait. Il s'est passé 3 ans et demi et tout a été monté et tout a fonctionné parfaitement. J'avais une quinzaine de personnes, dont les premiers du COMEX, Oui, quand même. avec leur famille. Et ça s'est plutôt bien passé. Donc je me suis dit, c'est très efficace. Et donc du coup, c'est comme ça que j'ai lancé en fait ce concept à l'issue du À groupe du l'issue. CAC 40. J'allais le dire, tu y as passé à peu près 4 années. C'est ça. Et puis tu t'es lancé un nouveau défi, et non des moindres, celui de devenir entrepreneur. Tu as créé cette entreprise, l'agence TR, avec un concept qui a été 360. Arc 360. Arc 360, qui est aujourd'hui breveté. Tu es à la tête de cette belle entreprise qui relève d'une très jolie philosophie. Qu'est-ce que c'est qui t'a décidé finalement à faire le bond dans l'entrepreneuriat? Parce qu'on ne sait que trop, c'est toujours très audacieux, j'en sais quelque chose. Alors du coup, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de devenir chef d'entreprise dans ce beau secteur d'activité? Ouais. Au bout de 3 ans et demi dans le groupe du CAC 40, Oui. j'avais créé ces structures. Il y avait encore beaucoup de travail à faire, hein, bien évidemment, parce que ça ne s'arrête jamais. J'ai commencé à toucher le sujet de la sécurité économique. Et aujourd'hui, force est de constater que nos entreprises, elles ne sont pas encore hyper, on va dire, hyper concentrées sur ce sujet. Elles ne sont pas prêtes. Mais malgré tout, elles vont le faire par dépit, vu le contexte actuel de l'insécurité. Une fois confrontées. Elles seront confrontées à ce mur-là et elles n'auront pas le choix de mettre des mesures en place que moi-même j'avais du mal à expliquer dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Parce qu'il fallait respecter des règles que tu connais bien, RGPD, la CNIL, l'Europe, toutes ces procédures, l'anticorruption, la compliance. Arrête, là ça me donne des... Je suis toujours Toutes ces belles procédures qui ne sont pas incompatibles avec l'opérationnel, mais qui malgré tout te freinent beaucoup. Oui. Et quand j'ai voulu apporter ces notions de sécurité économique, je me suis dit là que j'arrivais en muté de ce que je pouvais apporter à ce groupe. On s'est quitté. Et là, je me suis dit, c'est bon, stop, t'es usé, t'es has-been, il faut que t'arrêtes. Tu vas aller faire de l'événementiel, tu vas aller monter un bar à tapas, faire de la moto avec tes copains, et puis ça s'arrêtera là. Pour ça, c'était prévu pendant 1 mois ou 2. Et puis en fait, j'ai été rattrapé par la patrouille. En fait, il y a une personne qui m'a demandé de l'aide, une deuxième. Après, j'ai eu un groupe de femmes qui étaient en difficulté avec un prédateur. Ensuite, il y a eu un événement sur la crypto-monnaie où il y a eu une intervention du GIGN et on m'a demandé de l'aide pour pouvoir assurer la continuité de la protection de ces personnes. Et donc du coup, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas encore mon heure pour le bar à tapas. J'avais déjà tenté à la période de Covid et puis c'était pas le bon moment. Je suis destiné à continuer dans ce domaine de la sécurité.
et de la protection. Et puis je me suis dit, bon, je vais monter une entreprise et puis je vais essayer. Voilà. C'était pas voulu au départ, l'entrepreneuriat, c'était pas un grand rêve, mais j'avais plutôt envie de faire une pause. Et en réalité, j'ai été rattrapé et je me suis dit que j'avais des valeurs et que si le destin me poussait à aller protéger ces gens, eh ben, c'est peut-être que j'avais encore quelque chose à apporter. Et donc j'ai construit cette structure Oui. qui a plusieurs entreprises aujourd'hui. Et force est de constater que bah, ça commence à prendre, Apprendre. vu le contexte actuel. Oui. C'est pas encore ce qu'on appelle scaler la boîte tout à fait, Oui. mais ça prend de l'ampleur et j'ai de plus en plus de personnes qui me demandent de les aider en termes de protection 360, comme on Oui. dit, qui n'est pas que du Kevin Costner. On y revient. On y revient. Non, parce que j'ai beaucoup aimé ce film. Ouais, très chouette film, c'est quand même Exactement. une Mais référence. qui concerne l'intégralité de tous ces modules en fait qui peuvent protéger les personnes ou des organisations. Les personnes, c'est, c'est toutes les personnes qui sont en difficulté en tant que chef d'entreprise, Mm. dans leurs entreprises, c'est dans leur vie privée. Et ça, c'est très important, la vie privée, parce que c'est 60% des risques. Et cette société qui a été montée, c'est pas une société de sécurité et sûreté. C'est une société d'analyse, de gestion et de maîtrise des risques. Oui. Parce qu'il n'y a jamais rien qui est parfait. Et il faut limiter les risques au maximum. Et c'est ce que j'avais appris à la présidence et qu'on a adapté et testé dans le groupe du CAC 40 et que là je mets en œuvre dans cette société. Il n'y a que cette solution-là qui permettra en fait de protéger les personnes, des écoles, Mm. des organisations, etc. Et cette solution, elle permettra de protéger et de limiter les risques au maximum autour d'eux. C'est tout à ton honneur. Et ce que je trouve d'autant plus touchant, c'est qu'au-delà de cette nouvelle casquette entrepreneuriale, tu continues à œuvrer au sein de diverses associations et non des moindres, en tant que membre de l'association des anciens combattants, où tu œuvres pour le devoir de mémoire. Tu nous disais, tu aimais les combats de boxe, tu participes au MMA, tu encadres des jeunes gens pour les aider à revenir sur le droit chemin. Tu as aussi conserver cette casquette de réserviste opérationnel où on peut t'appeler sur le terrain pour revenir au cas où œuvrer sur le terrain, mais surtout aujourd'hui, tu me le disais en off, de venir aussi donner des conseils sur la réinsertion des anciens combattants. C'est ça. Donc oui, effectivement, je suis très investi dans le milieu associatif, en parallèle de la petite entreprise qui m'occupe beaucoup. J'aime bien, tu l'as mis Mais, petite mais entreprise. voilà, cependant, tout est lié. Oui. Tout est lié, c'est complémentaire. Il y en a une qui fait un petit peu de business obligatoirement parce que sinon on ne peut pas faire tourner la machine. On est d'accord. Mais par contre, la partie associative, pas du tout. Donc je suis aujourd'hui au conseil d'administration des anciens combattants parce que sur l'exemple que je te donnais tout à l'heure, pour les personnes qui étaient parties à l'étranger, ils se doivent d'avoir un devoir de mémoire. Il ne faut pas arrêter d'expliquer qu'il y a des valeurs qui doivent être respectées. Voilà ce que vous avez fait, pourquoi vous vous êtes engagé, et voilà aujourd'hui le respect que la France vous doit. Mm. Et ça, c'est très important. L'association d'anciens combattants, elle n'a pas que ce devoir de mémoire. Il y a un projet qui est fait pour aller expliquer aux écoles et aux élèves pourquoi on fait ça, pourquoi on doit partir à l'étranger pour aller se battre pour des valeurs, et pas pour un pays, mais pour des valeurs. Ça, c'est la première association. La deuxième, c'est l'école de boxe qui est à Guyancourt, qui s'appelle Boxing Heart. Le coach principal est Mohamed, qui est devenu un ami, avec lequel on essaie de développer, outre l'aspect sportif de MMA qui prend de l'ampleur Oui. aujourd'hui au sein de la France, mais au sein du monde entier, un aspect social. Cet aspect social, c'est aider les jeunes à les recadrer par le sport quand ils commencent à dévisser un petit peu à gauche, un peu à droite, parce qu'ils n'ont pas forcément l'aide nécessaire dans leur milieu dans lesquels ils vivent parfois. Et je sais qu'on a réussi quelques belles opérations pour aider ces jeunes et de leur expliquer en fait qu'il fallait qu'ils se battent pour eux-mêmes et qu'il fallait qu'ils choisissent cette voie-là qui est la mieux pour eux, pour construire des valeurs autour d'un esprit d'équipe, d'une cohésion avec les sportifs qui les encadrent. Et la troisième, c'est servir pour la vie d'après, la partie réserve opérationnelle, où je vais pas intervenir opérationnellement sur le terrain tant que c'est pas le conflit. Oui. Par contre, effectivement, je suis très actif parce qu'on a créé cette structure
pour aider justement tous les anciens opérationnels ou non, mais les anciens personnels du GIGN à se reconvertir dans une vie, on va dire, normale. Parce que cette vie au sein d'unités, qui soient le RAID, la BRI, le GIGN, les forces spéciales, ce sont des unités un peu prestigieuses, on va dire, qui touchent les hauts du spectre, mais malgré tout, on est dans une bulle très renfermée. On ne vit pas complètement avec les autres. Oui. Et quand on se retrouve à une vie normale, même familiale, on n'a plus cette adrénaline, on n'a plus cette liberté de s'entraîner pour atteindre nos objectifs, et on n'est plus encadré de A à Z. Et donc on se retrouve rapidement en difficulté pour trouver d'autres métiers, pour se retrouver à la maison à faire un métier normal. Ça fait toujours bizarre de sauter en parachute et d'aller au tir le matin ou d'aller faire un footing et se retrouver devant des tableaux Excel à remplir des croix dans des cases. Et ça, il y a des choses qu'il faut apprendre à faire. Et ça ne peut pas durer éternellement ces unités. Même si moi j'y ai passé 25, 26 ans. Pour la plupart, c'est très difficile de sortir de ces unités pour retrouver une vie normale. Commune, voilà. Oui. Donc voilà un peu les 3 associations auxquelles je participe. C'est phénoménal. Voilà. On voit que tu mets tout ton cœur et que tu as envie de bien faire et de participer finalement à soutenir celles et ceux qui en ont besoin. Et d'ailleurs, on en discutait là encore en off où tu me disais que c'était important pour toi de faire tout cela parce que tu as des messages à véhiculer et notamment aux jeunes gens. Là, en quelques mots, ça y est, on arrive au terme de notre interview. Mais quel serait le ou les 2 ou 3 messages que tu voudrais passer à ces jeunes gens qui peuvent parfois s'éloigner, entre guillemets, du droit chemin? Les messages aux jeunes, c'est de leur expliquer il faut qu'ils vivent avec leur cœur et qu'ils visent leur avenir avec leur cœur. Et il ne faut pas forcément qu'ils écoutent les personnes qui sont dans leur environnement physique proche ou les gens qui pourraient les emmener sur des chemins qui ne sont pas forcément les bons. L'exemple du sport en est la preuve. C'est très important en fait de choisir son propre chemin, de persévérer. Et même si on se fait rejeter 1 ou 2 fois pour un métier, on n'a pas réussi un examen, etc., il faut persévérer quand même. Parce que moi, le premier, j'ai subi beaucoup d'échecs qui m'ont appris beaucoup de choses quand j'étais plus jeune. Et en fait, c'est juste du positif. Le premier message que je leur dis, c'est vivez avec votre cœur, ne vous laissez pas influencer et choisissez votre chemin. Quelles que soient vos cultures, vos communautés, le patrimoine que vous avez autour de vous, votre niveau social, foncez pour vous. Voilà. Ça, c'est le premier message. Et le deuxième que je dirais aux jeunes, c'est quand ils font des choix, il faut qu'ils se retrouvent fiers de l'endroit où ils se trouvent, en France. Il faut qu'ils soient fiers de la France et de leur drapeau français. Mais surtout, il ne faut pas qu'ils oublient que dans leurs ancêtres, leur arrière-arrière-grand-père, comme le mien par exemple, les personnes de ma famille qui ont des grands-parents à l'étranger, etc., qu'ils ont aussi un deuxième drapeau, pour certains, et puis ils doivent en être fiers aussi. Ils doivent garder leur culture, leurs origines, et ils doivent en être fiers, parce que c'est une énorme richesse d'avoir plusieurs cultures. Oui. Et donc du coup, ouais, soyez fiers d'être français, mais ayez en tête que personne n'a le droit de vous retirer votre culture. La richesse est votre deuxième drapeau. C'est beau parce que c'est un message très clairement empreint de fraternité, donc j'en suis très touchée, je te le remercie. Puis finalement, tu me fais un pont d'or pour l'avant-dernière question que je veux te poser, tu seras libérée. C'est, tu le sais, ici on est dans un podcast, une émission qui s'intitule Les coulisses de l'audace. Est-ce que tu pourrais, en une phrase ou deux, me dire ce que c'est que pour toi, concrètement, l'audace? Eh ben, on va rester dans la lignée de ces messages. Pour moi, l'audace, c'est désigner ses objectifs, être conscient et confiant en ses capacités, qu'on découvre au fur et à mesure de son expérience et de la vie, analyser les risques de qu'est-ce qu'on a à gagner, qu'est-ce qu'on a à perdre, et foncer. Parce que, de toute façon, même si on perd, on gagne encore. Parce que quand on gagne encore, une personne très connue qui s'appelle Nelson Mandela, qui disait moi je ne perds jamais, on gagne toujours. Exactement. Parce que même quand on perd quelque chose, on construit une expérience et donc on gagne encore. C'est tellement beau.
Ouais. C'est tellement beau, mais tu t'en sors comme un chef. Je dois dire que vraiment, je suis éblouie par tes réponses, par la clarté, la fluidité. On apprend énormément de choses. Et là, pour moi, la toute dernière question, c'est la suivante. Tu as déjà réalisé des choses assez atypiques, extraordinaires. Et pour autant, tu es un homme qui rêve, bien que tu aies les deux pieds bien ancrés dans le sol. Et quels sont tes grands projets à l'avenir? Quelles sont ces choses qui te portent encore aujourd'hui? Je dirais pas tout de suite aller à la pêche, monter ce bar à Vivre tapas, ta passe. la moto, la passion et tout ça. Mes rêves, c'est déjà de terminer la mission pour laquelle je me suis lancé. Oui. C'est-à-dire aider le maximum de personnes et de changer les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, parce que je trouve qu'elles sont pas à la hauteur. Donc peut-être que c'est des rêves qui resteront des rêves, mais on va y mettre de l'audace. Et on va surtout changer le contexte aujourd'hui si j'en ai la possibilité, les capacités. Donc on va essayer. Et si ça fonctionne pas, effectivement, j'irai à la pêche. C'était une conclusion remarquable, j'adore, pleine d'humour. À ton image, est-ce que je peux te faire un bisou? Ouais. Merci Yann, À bientôt, Simon. merci du fond du cœur pour ta confiance. Belle journée, belle continuation.